Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Blockwave, le média qui se veut orienté DeFi. Aujourd'hui, on va interviewer Nicolas Bacca, ici présent. Bonjour. Salut Nicolas. Salut Nicolas. Merci de m'avoir invité. Donc moi, je suis Alexis, cofondateur de Lobster, le protocole qui vous permet d'accéder à des stratégies de finances décentralisées complexes avec votre wallet crypto d'une façon extrêmement facilitante. Ouais, salut tout le monde, c'est Gabriel, cofondateur et CEO de CD Store, le premier CX on-ramp non custodial pour apporter de la liquidité aux DApp, DeFi Wallet et fondations. On va du coup tout de suite commencer l'interview par te demander du coup rapidement peut-être qui tu es et ensuite on va enchaîner sur nos questions qu'on a préparées sur toi. Super. Je vais me présenter assez rapidement. Donc Nicolas Bacca, je suis dans l'écosystème depuis un certain bout de temps puisque j'ai découvert, mais j'ai commencé à toucher à mes premiers bitcoins fin 2012. Ensuite, j'ai cofondé la société Ledger avec 7 autres cofondateurs. Donc Ledger qui est le leader de la protection de vos assets crypto aujourd'hui. Donc oui, toujours le leader et ça marche toujours très bien. Voilà. Et puis après quelques temps chez Ledger, 8 ans à peu près, parce que 2015 à 2023, je suis parti en fin d'année dernière pour aller explorer de nouveaux horizons autour de comment on peut faciliter en fait l'entrée dans l'écosystème pour les nouveaux venus dans l'écosystème crypto. Donc après avoir réfléchi un petit peu à comment arranger les choses, j'en suis venu à cette conclusion et donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Super, rien que ça, donc très beau parcours. Pour commencer peut-être vraiment cette interview, du coup après cette présentation, on avait prévu quelque chose du coup avec Gabriel, c'était de commencer par te poser une petite question vraiment icebreaker. Donc la première fois qu'on s'était vu, on avait parlé un petit peu de meme coin, de shitcoin. Pour dire les termes, et on aurait aimé vraiment te demander pour toi, quel est ton shitcoin préféré? Mon shitcoin préféré, alors si on repart à l'origine des choses, si on repart autour de 2014, je pense que ça restera quand même Doge, parce que c'est quand même vachement dur à détrôner, Doge. Puis c'est un shitcoin, lui on peut dire c'est vraiment le shitcoin honorifique, tu vois, parce qu'ils ont brandé une équipe de bobsleigh à l'époque. Enfin, c'est vraiment les gens qui ont permis, c'est vraiment les gens qui ont permis de rendre la crypto visible, quoi. Et le nombre de mèmes qu'ils ont lancé, le nombre de délires qu'ils ont fait avant tout le monde, je pense que ça restera toujours quand même mon shitcoin préféré. Moi, j'étais pas là en 2013-14 pour prouver ça, mais est-ce qu'on pourrait pas dire que le Dogecoin, finalement, c'est le Bitcoin du shitcoin? Si, mais de toute façon, c'est un fork de Bitcoin, donc de la même manière que Litecoin, c'est l'argent pour... c'est une autre forme de shitcoin, mais moins drôle. Parce que quand on dit c'est l'argent, alors que Bitcoin c'est l'or, oui, mais au final, ça n'a pas vraiment des propriétés particulières d'argent, donc Dogecoin, ça reste quand même le plus drôle. Tu nous as dit en off que t'aimais pas mal aussi d'autres chiens et d'autres chats, mais bon, voilà. On va garder ça en off. C'est mieux. Parce que sinon, après, ça va finir, c'est une ménagerie, déjà qu'on a des homards et d'autres trucs, on va plus s'en sortir. On a beaucoup d'animaux dans l'écosystème, effectivement. Du coup, maintenant, est-ce que tu pourrais, un peu plus sérieusement, mais toujours en restant très, très détente, nous parler un peu plus de toi, et notamment, tu as commencé à dire que après une grosse expérience chez Ledger. Voilà, c'était un petit peu pour présenter. Maintenant, je peux rentrer un petit peu dans le truc. Avec plaisir. Moi, je viens je viens déjà du monde de la cyber, de la carte à puce, de tout ce qui va être protection des données. Donc, je trouve que c'est une techno qui est super bien, parce que la carte à puce, techno française, qui permet à tout le monde de protéger des secrets. Mais comment est-ce qu'on fait pour protéger nos secrets plutôt que de protéger les secrets des banques, des opérateurs et des gouvernements? Donc en fait, quand j'ai voulu créer Ledger, le but c'était vraiment de rendre cette techno accessible à tout le monde. Parce que quand j'ai découvert les cryptos, j'ai compris que ça allait être complètement game changer, ça allait complètement changer la façon même dont on conçoit les transactions interpersonnelles et la monnaie, et évidemment les assets numériques, puisque c'était la première fois qu'on pouvait s'échanger un asset numérique sans intermédiaire. Mais au final, comment est-ce qu'on rend ça simple? Et la réponse à l'époque, c'était pour moi avec un device, puisqu'on n'avait pas d'autre moyen de le faire, et qu'il fallait rendre la possession des clés super simplifiée pour l'utilisateur. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les cryptos, comme tu dis, allaient être game changer, commencent à l'être progressivement, et même Ledger, du coup, votre idée qui était de le faire via une solution hardware, était elle-même aussi parce qu'au final, c'était une continuation de la carte à puce, donc on rajoute un écran sur la carte à puce et on la rend ouverte, mais surtout, il n'y avait rien d'autre. Et c'est justement à ça que je veux en venir sur mon nouveau projet et au cours des explorations que j'ai pu avoir chez Ledger, parce que je dirigeais une équipe innovation sur la fin,
pendant un an, et ma conclusion c'était de dire si on veut que des gens rentrent dans l'écosystème, ça serait quand même bien qu'on arrive à simplifier les choses pour qu'ils aient pas besoin d'un device. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'un device, effectivement, ça reste toujours la manière la plus sécurisée de rentrer dans l'écosystème, mais il y a une latence. Déjà, il faut le commander, il faut le recevoir, il faut le mettre en place. C'est pas effectivement le plus simple à configurer, et si jamais on pouvait rentrer dans le Web 3 de la même façon qu'on rentre dans le Web 2 et qu'au final on arrête même cette distinction qui n'a plus lieu d'être, puisqu'au final c'est du web, mais du web où on détient ses données, c'est comme ça que je considère les choses, comment est-ce qu'on fait pour arriver là? Donc j'ai présenté un petit peu des solutions qui tournaient autour de ça à Ledger. L'intérêt n'y était pas, c'est-à-dire Ledger considérait qu'il fallait rester autour du device, ce que je peux comprendre, puisque bon, c'est la thèse de la société. Et pour moi, la nouvelle étape, je la voyais cette fois-ci sans device, puisque maintenant, on a la capacité de le faire. Il faut voir que cette capacité de faire ça, je pense qu'on ne l'avait pas. Et c'est là où j'ai décidé justement de me concentrer là-dessus par moi-même dans une nouvelle structure, qui va donc se concentrer sur comment on peut faire pour gommer ces frontières qui sont quand même assez artificielles entre le Web 2 et le Web 3, et comment est-ce qu'on peut faciliter l'onboarding des nouveaux venus qui n'ont jamais vu un wallet de leur vie et qui ne veulent pas voir un wallet de leur vie dans cet écosystème. C'est vrai que moi j'ai toujours l'impression que parfois il faut faire un trade-off dans notre écosystème entre UX et sécurité. Donc là par exemple tu as parlé du hardware, c'était ce qui existait à ce moment-là, c'était comme ça que tu le concevais, mais est-ce que au final c'est pas aussi un frein à le mass market et un frein à l'adoption massive, tu vois? Et d'un point de vue UX, comment tu vois justement ce trade-off entre sécurité via potentiellement du hardware et UX pour justement onboard next billion users? Ouais, là-dessus, tu as complètement raison. Et je pense qu'effectivement, toute la question, c'est de savoir où tu mets le curseur. Et ce que je trouve super intéressant, c'est qu'avec les nouveaux concepts de wallet qu'on a, avec les smart accounts, avec l'account abstraction, on a enfin une possibilité de moduler le curseur dans la vie de l'utilisateur sans lui rendre les situations complètement impossibles. Parce qu'en fait, au démarrage, quand tu regardes ce qui se passait avant qu'on ait l'account abstraction qui soit popularisé, quand tu commençais avec ton petit wallet software et qu'ensuite tu voulais passer à autre chose, une multisig, un ledger, ce qui correspondait plus, je dirais, à ta condition dans l'écosystème crypto une fois que tu avais un petit peu grandi, une fois que tu avais essayé d'autres trucs, c'est toujours une galère parce que tu étais obligé de retransférer tous tes assets, ça coûtait de l'argent, c'est compliqué, tu t'en oubliais, tu savais pas vraiment où t'allais. Maintenant, avec l'account abstraction, en fait, c'est beaucoup plus simple parce que toute ta vie, tu peux garder la même adresse et le comportement de ton wallet peut s'adapter à ton comportement. Donc quand tu es un nouvel utilisateur, tu peux avoir quelque chose de très facile dans lequel tu vas rentrer dans l'écosystème uniquement avec une authentification biométrique sur ton téléphone, t'as pas vraiment à te poser de questions, et le wallet lui-même peut gérer ta sécurité, parce que le wallet connaît ton profil, donc tu oublies le concept de seed phrase, ça disparaît en fait, puisque ça va être géré de manière transparente derrière. Le fait d'avoir un wallet programmable peut te permettre de faire ça. Ensuite, si jamais un jour quelqu'un essaye de te ficher ou quelqu'un essaye de te faire une manipulation, le wallet lui-même peut te protéger, puisque le wallet va savoir que tu as un profil de nouvel utilisateur, et donc que si d'un seul coup tu décides de transférer toutes les photos de singes que tu as achetées juste avant, c'est pas normal, tu vois, parce que tu dois les transférer qu'une par une, ou tu dois interagir avec un certain service. Et si plus tard tu décides d'acheter un ledger, en fait tu connectes ton ledger à ton wallet, ça va devenir la capacité, ton nouvel élément d'authentification, et tu vas pouvoir dire quand je vais acheter une maison, je vais prendre un ledger, quand je vais aller acheter un croissant, je vais toujours utiliser mon wallet, mais au final c'est le même wallet. Donc toute l'UX en fait est considérablement simplifiée, parce que les notions de hot, de cold et même de wallet en lui-même en fait vont disparaître. On va uniquement parler de web, et du web qui devient plus proche de l'utilisateur en fait. Finalement, on pourrait faire une analogie avec ce que tu as fait il y a 10 ans, sur laquelle du coup tu es en train de travailler avec vraiment l'adoption qui va être encore plus massive, sur laquelle les gens vont pouvoir aller dans cet écosystème qui est la blockchain, les cryptos et tous les produits dérivés, du coup les DApp, et ils vont pouvoir y aller en fait sans posséder eux-mêmes leurs clés privées et du coup pouvoir vraiment interagir avec tout. Désolé, je te laissais finir. Ouais. Alors ce qui est très important, c'est qu'on ne casse pas les valeurs de l'écosystème, donc ils continuent de détenir leurs clés privées, ça c'est vraiment complètement critique. Donc ces gens-là, on reste en mode self-custody, mais on cache toute la complexité de la self-custody à l'utilisateur. C'est-à-dire que sans te rendre compte que tu détiens ta clé, tu vas arriver sur un système qui est aussi simple qu'il l'était avant, sauf que c'est un petit peu comme aujourd'hui, on peut dire que Linux a gagné, tu vois. Aujourd'hui, Linux est partout, il est sur les téléphones, il est sur les distributeurs de boissons, etc. Tout le monde utilise du Linux, mais tu ne vois pas que tu utilises du Linux. Au final, pour moi,
c'est ce qui doit se passer pour la blockchain. Et là, enfin, on a les technos qui permettent de mettre ça en gardant le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes, c'est effectivement la self-custody, parce que si on fait pas de self-custody, pourquoi est-ce qu'on est là? Voilà, on va se poser la question. C'est aussi d'ailleurs quelque chose que j'aimais bien, tu vois, sur Lobster, c'est que le fait d'avoir toutes les stratégies qui vont être au final vérifiables et puis qui vont être exécutées en self-custody pour l'utilisateur, c'est la clé du truc. On continue de garder cette capacité et surtout, on masque en fait la complexité de la self-custody à l'utilisateur. C'est vrai qu'en fait, c'est vraiment très important en effet de comprendre cette nuance. En fait, un user qui est pas dans la crypto, il pourrait ne pas voir la différence au premier abord, alors que justement toute cette différence, tu viens de la décrire. Tout à fait. Il va pas la voir, mais au final, tu rends service à l'utilisateur et tu rends aussi service à la société qui va rendre le service en faisant ça, puisque quelque part, la responsabilité, elle est clairement d'un côté. Et on s'enlève aussi beaucoup de complexité régulatoire en utilisant ça. Donc, et surtout, l'utilisateur, au fur et à mesure qu'il va rentrer, tu vois, dans sa compréhension, s'il a envie, encore une fois, il peut soulever le capot, il peut regarder comment ça marche, il peut sortir aussi, ça c'est très important, parce qu'il n'est pas prisonnier du service, tu vois. Je considère que c'est vraiment les solutions à explorer aujourd'hui, en tout cas. Et du coup, que self-custody, que ce soit vérifiable, auditable par l'utilisateur. Tout à fait. Et là, tu viens d'aborder un point, justement, c'était l'une de mes questions. Je voulais avoir ton avis justement sur la partie réglementation par rapport à la self-custody. Par exemple, nous, avec CD Store, donc on est non custodial et c'est vrai qu'on se posait pas mal de questions. Notre positionnement, c'était, on est non custodial. Donc en fait, on ne détient pas les assets, on est juste vraiment une infra que l'utilisateur utilise. Toi, comment tu vois la chose par rapport à où est-ce que tu mettrais la limite au niveau de la responsabilité, tu vois, de ta boîte, par exemple, ou de ma boîte, ou de n'importe quelle boîte qui construit, tu vois, des outils de self-custody. À quel point, tu vois, ils sont responsables d'un point de vue juridique et légal de ce qui arrive, tu vois. Ouais, alors bon, déjà, là-dessus, ma réponse va être mon avis, sachant que je ne suis pas juriste, donc voilà, donc si vous faites ce que je vous dis de faire et puis que vous vous retrouvez en prison ou pire, je suis pas responsable, voilà, donc déjà, c'est une bonne chose à noter. À préciser. Et moi, mon point de vue, c'est de dire qu'on limite de toute façon le plus possible le risque en étant non custodial. Après, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura jamais de réglementation des choses non custodial? J'en sais rien. Je pense que malheureusement, plus il y a de gens qui font des bêtises, plus on risque d'avoir de la réglementation qui va baver jusqu'au non custodial. Si on reste, raisonnable, tu vois, et puis, je prenais comme ça, c'est l'exemple qui me venait en tête d'hier du protocole Chable, je crois, sur Blast, qui a dû perdre quelque chose comme 60 millions parce que les gars n'ont pas été foutus de faire de la due diligence sur les devs qu'ils ont embauchés. Typiquement, ça va plutôt dans le sens de peut-être qu'un jour, il y a un régulateur qui va arriver et qui va se dire ça serait bien de réglementer aussi le non custodial, tu vois. En parlant de custodial, du coup, t'es plutôt team FTX ou team Celsius? Alors là, c'est une très bonne question. Écoute, moi je suis plus team Celsius dans le sens où je considère que, si on veut une adoption de la DeFi, ça va plus être sur des solutions qui te permettent de faire croire tes assets, tu vois. Tu parles d'une solution qui va être un gros casino, mais au final, je pense que la conclusion de ces deux solutions, c'est que, il vaut mieux être dans la team self-custody. Ouais, tout à fait. Parce que quand t'es sur l'un ou sur l'autre, t'as un problème. En fait, il y a une question qui revient souvent quand même, c'est que, la self-custody, c'est aussi un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça veut dire que les plus grosses failles, finalement, c'est des failles humaines, c'est pas des failles liées à des contreparties, puisque justement la définition de non custodial, c'est le fait qu'on se passe d'une contrepartie hormis la blockchain. Et justement, ce qui est très intéressant dans ce que tu disais, si je me trompe pas, c'est que toi, tu veux simplifier tout ça, ce qui va au final limiter le risque. Et on parle pas du risque de contrepartie, du coup, on parle vraiment du risque plutôt humain lié à la complexité. Tu dois limiter cette complexité, et pour moi, c'est une partie essentielle de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire, quand tu dis que tu améliores l'expérience utilisateur, tu améliores finalement aussi la sécurité. Alors, comme on sait comment est l'utilisateur en général quand il est en train d'investir dans un casino, l'utilisateur il ferme les yeux, il clique sur OK, parce que de toute façon, quand tu es en train d'acheter une grenouille miniature pour $10,000, t'es pas en train de lire tout ce que tu fais, tu vois. Sinon tu serais pas en train d'acheter une grenouille. C'est ça, c'est plus que du casino, ça, c'est même des Ponzi, quoi. C'est ça. Donc là, quand on est là, de toute façon, tu lis pas. Donc le fait de dire, OK, tu vas pouvoir te donner un profil qui va être très clair, très compréhensible, et ensuite ce profil sera contrôlé directement par ton wallet, sachant qu'évidemment, tu gardes la main sur tout. Mais encore une fois, quand tu voudras passer en mode casino, tu devras faire l'effort mental, tu vois, d'aller sur ton profil et de dire, maintenant, je décide de travailler en mode casino. Et quelque part, juste le fait de faire ça, je pense que ça t'enlève énormément de risques. Et pour moi, c'est une partie essentielle vraiment de l'interface utilisateur. L'interface utilisateur doit rendre les choses plus accessibles, mais c'est pas pour ça que ça doit être plus risqué. Alors effectivement, on n'avait pas la techno pour le faire jusqu'à présent. Je pense que là, c'est la grande amélioration qu'on a dans l'écosystème. Une fois qu'on rajoute de l'intelligence à l'intérieur du compte de l'utilisateur, on peut enfin commencer à coder ce genre de choses.
Super intéressant donc tout ce que tu viens de nous livrer, et je pense que ça relate de quelque chose d'un peu plus profond finalement, qui est toi, tes valeurs. En fait, j'ai l'impression que tu t'es un peu toujours battu justement pour la vision et les valeurs des cryptos. Toi, profondément, en fait, c'est quoi ton why personnel? Enfin, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais depuis 10 ans? Ouais, moi, ma vision, c'est vraiment de dire, l'internet, l'internet, c'est une source de liberté pour les gens, hein, au final. C'est liberté de la connaissance, liberté de la communication, liberté des échanges. Donc, mon drive, je dirais, c'est de rendre ce genre de techno aujourd'hui utilisable et de faire en sorte qu'on ait un maximum de personnes qui puissent en profiter et qui puissent profiter des bienfaits que ça apporte. Parce que pour moi, les cryptos, c'est extrêmement libérateur. Alors effectivement, c'est peut-être pas dans nos pays où on va s'en rendre le plus compte, même si quelque part ça nous libère quand même pas mal aujourd'hui de contraintes auprès des banques qui peuvent être assez pénibles. Alors, je pourrais étaler un petit peu là-dessus sur mon point de vue, ce que je pense là-dessus, mais bon, c'est pas à nous que ça profite le plus aujourd'hui. Mais encore une fois, si on veut rendre ces technos utilisables, aujourd'hui, on a beaucoup d'efforts à faire. C'est pour ça que je me concentre là-dessus. Mais une question, parce que là, on a beaucoup gravité sur beaucoup de sujets très intéressants, du UX, aussi de self-custody, de réglementation, de ta vision. Est-ce que, là, rapidement, tu pourrais quand même nous résumer en une ou deux phrases, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à ma grand-mère ou Madame Michaud sur maintenant, qu'est-ce que tu fais, le projet que tu portes actuellement? Comment tu le décrirais, voilà, de manière très, très simple? Ouais, de manière très simple, c'est un moyen de reprendre la main sur ces données. Voilà. Aujourd'hui, on n'avait pas, quand on était en train d'interagir sur Internet, on savait pas trop ce qui se passait, on savait pas trop à qui appartenaient les choses. Là, d'une manière transparente, on reprend la main sur ces données. Très clair. Et donc, concrètement, ça va pas que être forcément quelque chose vraiment lié à de la finance, mais c'est vraiment les données de manière très générale. Ça peut être des données personnelles, ça peut être des données, ça peut être des cartes de fidélité, ça peut être de la finance, ça peut être n'importe quoi. C'est une façon pour moi de concevoir Internet correctement. Et donc toi, tu es une nouvelle fois CTO en fait dans ce projet, c'est ça? Et là, tu te retrouves avec une petite équipe justement comme. Alors, comme je vais pas être directement CTO, je dirais. Parce qu'on s'est pas donné des rôles comme ça, oui, tu vois. Okay. Enfin là, moi, j'ai déjà fait une licorne. Tu vois, j'ai pas forcément envie d'avoir un élevage, donc je pense que c'est bien de prendre quelqu'un. Pas mal. Mais tu vois, je pense que j'ai envie de prendre quelqu'un justement qui est plus jeune et puis qui a envie d'y aller, tu vois. Enfin, je pense que moi là-dessus, j'apporte mon expérience avec le réseau que je peux avoir. Je préfère un petit peu aujourd'hui décrire la team par les différentes expertises qu'on va apporter que par des fonctions. Je pense que c'est plus important pour comprendre le fonctionnement. Après aujourd'hui, on a pour projet de se lancer fin avril. Je pense qu'on aura des lancements plus officiels. Je pourrais parler du nom, de tout ça, de qui il y a dedans, mais déjà là, tu vois, je pense que ça fait déjà du teaser. Petite question un peu entre parenthèses, rapidement pour revenir sur Ledger, tu as une question plus perso. Tu nous as expliqué un peu ton why, etc. aussi de toujours en fait. Moi, quelque chose que je me suis posé, qu'est-ce que ça fait un matin pour toi de se réveiller et de découvrir, je suppose que ça s'est pas fait comme ça en une fois, en un claquement de doigts, mais qu'est-ce que ça fait de se réveiller et de voir que on est cofondateur de la première licorne de l'écosystème crypto française? Ouais, écoute, c'est super. Ça va. Ouais, en fait, tu t'en rends, c'est ça, voilà, en fait, tu t'en rends pas compte, parce que t'es toujours dans l'exécution, t'es toujours en train de faire en sorte, de vouloir toujours, tu vois, que plus de monde puisse profiter de ton produit, parce qu'au final, c'est ça mon drive, hein, donc je réfléchis toujours à comment rendre le truc plus ouvert, comment intégrer plus de gens, comment intégrer plus de protocoles, comment faire en sorte que ça soit de plus en plus simple de venir, donc t'es tellement dans l'exécution, tu vois, que tu t'en rends compte, au moment où tu respires, et puis au moment de temps en temps où tu prends ta respiration, c'est là que tu te dis, ah ouais, quand même, c'est gros. Tu vois, mais sinon, t'es vraiment la tête dedans, et puis tu continues d'avancer, quoi. Même maintenant, tu vois, j'ai pris plus de temps pour réfléchir dessus. Ouais, je suis super content, mais au final, j'ai envie de dire, pour moi, c'est une mission accomplie, dans le sens où, on a été capable de sortir plus de 6 millions de devices aujourd'hui. On doit sûrement approcher des 7 millions. En plus, se dire que, tu rends d'un seul coup la vie sur Internet de 7 millions de personnes plus libre, et puis plus sécurisée, c'est cool. Enfin, je me dis, je suis content de ma petite contribution à la. Ce que j'aime beaucoup, je suis toujours très, très modeste, petite contribution et tout ça. C'est une contribution. Enfin, honnêtement, après, je veux dire, tu vois, je me compare pas à Google, quoi. Peut-être pour maintenant, mais. On verra. Comme le cofondateur du futur Google. Enfin, si Ledger devient aussi gros Google ou même ta future boîte. Écoute, on verra. Ouais, je préfère rester rester focalisé sur le présent, voilà, focus. Puis voilà, c'est ça. On verra ce que ça deviendra après. Je vais pas commencer à faire des annonces, tu vois. J'ai pas prévu de racheter BlackRock là tout de suite.
Bon, maintenant, on va passer à une partie un peu plus peut-être personnelle ou un peu plus fun, on va dire. Donc là, on a beaucoup gravité autour de ce que tu faisais, de ton why, etc. On va parler un petit peu de fun fact sur toi. Donc pour commencer, on avait une question, c'était en dehors de la crypto, du coup, bon, parce que tout le monde te connaît pour ça, mais c'est peut-être une question qu'on t'a pas beaucoup posée, c'est est-ce que tu as une autre passion dans la vie? Qu'est-ce que tu fais à côté d'important pour toi? Bah écoute, plus de crypto. Non mais c'est vrai, en fait, j'ai trempé dans l'info depuis que je suis tout petit. J'ai tendance toujours à avoir avoir été passionné par des côtés de l'info qui sont particulièrement chronophages. Alors, notamment, je parlais de reverse engineering. Voilà, c'est du style bon bah tu prends un truc, tu le découpes, tu essaies de comprendre comment il marche. Et puis comme je suis pas non plus la grande star du truc, bah ça me prend beaucoup de temps, tu vois. Donc je continue toujours de lire des trucs, d'apprendre des trucs, de regarder comment ça marche à gauche, à droite. Et puis bon, ce qui est bien, c'est que tu vois, en général, tu parles toujours des choses qui marchent. Donc ça, c'est normal. Donc on dit, ouais, Ledger, c'est super, ça marche bien et tout. Bah, pour tous les trucs qui marchent, il faut voir qu'en général, j'en écris 5 ou 6 versions qui marchent pas. Et donc même dans les trucs que je suis en train d'écrire en ce moment, tu vois, je dois en être déjà à la version 6, en fait, du truc sur lequel je bosse, parce que je suis comme ça, en fait. C'est-à-dire, j'écris un truc, et puis quand je suis pas satisfait, bah, je le fous à la poubelle, et puis je le réécris jusqu'à ce que j'en sois complètement satisfait, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que je passe quand même beaucoup de temps à lire des choses à gauche, à droite, comprendre comment ils marchent, voilà. Et puis bon, bah, après, qu'est-ce que je fais d'autre dans ma vie? Bah, écoute, comme tout le monde, je sais pas, je me balade, je regarde des séries, je faisais de la musique, mais maintenant, j'ai plus le temps d'en faire, donc quand j'aurai plus de temps, je pense que je m'y remettrai, probablement. Je faisais du corps d'harmonie, tu vois, c'est assez marrant comme instrument, et puis ça, une caractéristique sympa, c'est que comme on n'est pas beaucoup, c'est vachement facile de trouver des orchestres, parce que même si t'es pas ouf, mon cas, bah en fait, il y a plein de gens qui viennent et qui disent, ouah, putain, tu fais ça, c'est trop bien, viens me voir. Donc peut-être que plus tard, tu vois, genre, je sais pas, quand je serai à la retraite, je commencerai à faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que, ouais, ma vie, elle tourne quand même beaucoup autour de l'info, hein, genre beaucoup, beaucoup. Ouais, parce que ça prend du temps de lire tous les mêmes coins qui sortent. Bah ouais. Et puis surtout, quand tu commences à écrire une thèse, pour savoir qui c'est le plus fort, tu vois, entre le panda ou le chihuahua. Est-ce que tu aurais un truc à nous partager sur qu'est-ce qui te saoule dans la crypto, justement, dans l'écosystème, un truc ou un petit coup de gueule, tu vois, à partager? Ouais, bah écoute, en ce moment, je trouve que bon, on est reparti dans un cycle. Les débuts de bull market me saoulent assez souvent, tu vois. Voilà, donc là, tu vois, typiquement, on est en train de le revivre. Bon, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois, c'est de pire en pire, en fait, parce que bon, enfin, 2017, t'avais des PowerPoints sur lesquels les gens jetaient de l'argent. Bon, tu te dis, ok, pourquoi pas, c'est nouveau, on se rend pas exactement compte de ce qui se passe, mais bien, bon, soit. Je veux dire, 2020, t'avais les concours de bouffe, quoi. Donc bon, bah voilà, tu mettais 3 tokens, tu te retrouvais avec des pizzas, des sushis, des patates douces, je sais plus quoi. Bon, ok, tu voyais pas trop l'intérêt, mais c'était rigolo. Maintenant, cette année, tu commences à jeter des tokens quelque part et tu gagnes des points. Alors, je sais pas ce que c'est un point, parce que c'est même plus on-chain, c'est un truc, c'est off-chain, mais vas-y, tiens, jette des points, et puis ben plus tard, on te dira à quoi ils servent les points. Mais quoi? Voilà. Et puis les mêmes coins, mais faut stop, quoi, faut arrêter les gars, quoi. Enfin, on n'a pas fait le scaling pour ça, quoi, stop, quoi. Si je peux me permettre, je crois que le système de points, c'est juste pour pas avouer qu'on est un Ponzi. Bah oui, évidemment, un token qui a une valeur, et puis qui permet d'échanger en token. Bah une fois que tu dis pas, si tu veux, à quoi servent les points, derrière, tu peux avoir je pense que ça s'était trop vu, les VC qui farmaient les tokens, tu vois. Donc maintenant, bah, le VC, il farme le point. Après, tu dis, ah, bah, by the way, le point, c'était ça. Et puis bon, bah, ah, tiens, bah, comme par hasard, ça va favoriser ce mec-là. Et résumé, le point system, c'est nul, c'est revu, c'est overkill, mais ça marche quand même. Bah oui, forcément, oui, c'est enfin la gamification, oui, à un moment ça marche, mais c'est chiant, quoi. Enfin, on se dit, tu vois, on a fait des années d'évolution et on est arrivé à scaler les protocoles pour supporter des millions d'utilisateurs qui vont aller farmer des coins et imprimer des grenouilles. Enfin, ça met, ouais, voilà, ça rend un peu triste quand même, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça va passer l'adoption. Mais ça va passer. En général, c'est vraiment le début de bull run qui est pénible comme ça. Je pense qu'après, on s'habitue, donc ça va mieux. Est-ce que tu aurais un moment à nous partager un moment dans ta vie, tu vois, où tu dis, waouh, là, je suis un boss? Bah, écoute, c'est pas vraiment, enfin, c'est vrai que je raisonne pas vraiment comme ça en termes, bon, en général, dans ma vie, ouais, je sais pas, je suis pas trop en train de me regarder et de me dire, ouais, putain, c'est trop bien ce que t'as fait, mais je dois dire que je suis content quand je vois, juste, par exemple là, quand j'ai vu juste nos chiffres d'utilisation et quand je me dis, bah tiens, on a autant de personnes que ça au final qu'on a réussi à onboarder et puis, ouais, enfin forcément ça me fait un truc, mais je dirais, ce qui me fait peut-être le plus
rendre compte que voilà, ben j'ai contribué à quelque chose et que c'est intéressant, c'est quand j'arrive en conférence. Ça c'était surtout avant. Donc quand j'arrivais dans des conférences où je ne connaissais strictement personne, dans des pays vraiment où j'aurais jamais mis un pied, enfin genre en Corée par exemple, bon bah je parle pas coréen, ça va être un peu compliqué. Et je vois des gens qui arrivent et qui me font des grands hugs en m'expliquant ouais tu m'as sauvé, etc. Et ouais, ça fait bizarre quoi. Là tu te dis ah bah oui quand même j'ai dû faire un truc qui est pas trop mal finalement. Oui, j'ai déjà vu. Je suis un boss. Voilà, ouais, enfin quelque part, non, mais je me suis dit surtout, bah ouais, c'est cool. Enfin, moi, c'est bien. Je vois que j'arrive à rendre service à des gens au final que j'ai jamais vus et qui en avaient besoin, quoi, tu vois. Donc ouais, moi ça, forcément, ça me fait plaisir. Et est-ce que justement, il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit, waouh, là, je suis une grosse merde. J'aime bien la transition de question. C'est toujours lié à la crypto, c'est pas toujours lié à la crypto, non, je sais pas, mais mais c'est vrai que bon, je me dis ouais, il y a plein de trucs que j'aurais. Bah en fait, je me le dis assez souvent, je me le dis beaucoup plus souvent que je suis un boss en fait. Ah, que t'es un boss. Non, je me dis beaucoup plus souvent que je suis une grosse merde que je suis un boss parce que d'accord, ok. Bah parce que j'ai toujours l'impression d'être en retard sur plein de trucs en fait. J'ai toujours l'impression de me dire bah tiens, ça j'aurais bien aimé savoir le faire, ça j'aurais bien aimé réussir à trouver le temps pour m'y mettre. Enfin tu vois, typiquement aujourd'hui, moi je suis pas du tout un mec du hardware. On dirait pas comme ça, mais je suis une buse complète en hardware. Je veux dire, moi, tu me donnes un fer à souder, je veux dire, et après, il faut me donner un numéro de téléphone avec le SAMU à côté, sinon ça se passe pas bien. Et ouais, je sais pas, ça me frustre quelque part, parce que je me dis qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu veux être capable d'explorer quelque chose, bah, il faut aussi pouvoir toucher à la matière. Et ça, je sais que dans tout ce qui est touché à la matière, je suis une buse, en fait, je suis mauvais, juste foncièrement mauvais, quoi. Quelque part, l'essence même d'un entrepreneur, d'un bon entrepreneur, c'est pas justement de savoir déléguer et de savoir de bien s'entourer. Ah bah non, mais bien sûr, mais au final, moi, je sais pas, j'aime bien, enfin, j'aime cette frustration, ouais. J'aime bien, tu vois, voilà, ça me frustre de pas être capable, par exemple, de prototyper des choses comme ça par moi-même. On a une petite dernière question sur les fun facts. T'es pas obligé de répondre, mais si t'as quelque chose à nous donner un peu en avant-première, un truc marrant sur toi, quelque chose qui s'est passé, qui est vraiment marrant et court à raconter, tu peux nous dire maintenant ici en avant-première. Une petite anecdote. Bah, une anecdote que j'ai, bah ça c'est une anecdote que j'ai déjà racontée. Voilà, bah j'ai dû, je pense, créer une industrie par accident un jour. Qui est quand même pas mal comme anecdote. Voilà, ça peut arriver de manière complètement accidentelle. Monsieur Ford de la crypto. Bah non, même pas. Non, même pas. C'était qu'à l'époque, je travaillais dans les cartes SIM, que je me suis dit, bah tiens, c'est marrant parce que il y a un téléphone qui vient de sortir, ça s'appelle l'iPhone. Et puis l'iPhone, il a un moyen très très bizarre d'accéder à sa carte SIM quand on lui met, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la façon dont il se connectait au réseau, c'est qu'il allait demander à la carte SIM quel était son identifiant, en fait, quand la carte SIM disait je suis chez AT&T, et qu'ensuite il allait lui demander une deuxième fois pour se connecter au réseau. Ce qui est un petit peu con parce que au final tu te dis que si jamais tu as une carte SIM sandwich entre les deux qui dit ah bah tiens la première fois oui je te jure je suis vraiment chez AT&T, et que la deuxième fois quand tu te connectes au réseau elle te dit ah bah non en fait je suis chez Orange, désolé je m'étais trompé la première fois, du coup tu bypasses le SIM lock et tu te retrouves avec un iPhone qui marche, quoi. Voilà, et j'ai proposé ça à une boîte, ils ont essayé de le faire, malheureusement ils ont pas réussi à le faire assez vite, et du coup il y a beaucoup de gentils chinois qui sont arrivés derrière et qui ont lancé cette industrie de la carte SIM que tu mets à côté de ta carte SIM et qui te déverrouille. Bon. Super intéressant. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 2007. C'était la sortie du premier iPhone. Okay. Sachant que c'est une industrie qui a une durée de vie très courte, parce qu'évidemment, ils ont corrigé le bug, et puis une fois qu'ils ont corrigé le bug, sachant que ça marchait, et spécifiquement suite à ce bug, en fait, voilà. Mais bon, c'était une industrie qui a été très prospère pendant 6 mois. Maintenant, on va passer aux questions fermées. Du coup, c'est des avis fermés. Donc là, c'est vraiment quelque chose. C'est un format qui est très court. On va juste dire est-ce que tu préfères telle chose ou telle chose, et tu vas juste devoir dire le mot que tu préfères, et on va enchaîner. C'est comme FTX et Celsius, c'est ça? Ouais, exactement. À la base, ça faisait partie de cette section-là. Et donc, je m'explique pas. Je dis juste. Non, tu t'expliques pas. Okay. Voilà. C'est fait. Ouais. Allez, c'est parti. 2017 ou 2021? 2021. NanoS ou Stacks? Stacks. Bitcoin ou Ethereum? Bitcoin. Vas-y, Bullrun ou Bear Market? Bullrun. Lobster ou CD? Putain, c'est difficile. Joker. Joker. Trading ou holding? Holding. Fundraising ou bootstrap? Bootstrap.
ton wallet préféré? Ledger. Pour finir, ta crypto préférée? Oh, Ethereum. Ethereum. Ok. C'est-à-dire que tu préfères Bitcoin, mais ta crypto préférée, c'est Ethereum. Ouais, je peux expliquer pourquoi. Parce que aujourd'hui, de toute façon, je considère que Bitcoin c'est la monnaie. Enfin, Bitcoin a gagné, si tu veux, la bataille des esprits, à savoir que quand tu dis crypto actif, tout le monde pense à Bitcoin, et que de toute façon, comme réserve de valeur, aujourd'hui, ça fait pas de doute que c'est gravé dans le marbre, et plus exactement par la finance traditionnelle. Donc, de toute façon, c'est dur de lutter contre la finance traditionnelle, qui considère que Bitcoin, c'est la réserve de valeur. Donc, à partir du moment où on en est là, on dit que bah voilà, Bitcoin c'est très cool, ça a des propriétés qui sont super sympas, ça fait un truc et ça le fait très bien. Après aujourd'hui, bon bah c'est vrai que si tu veux essayer des trucs un petit peu plus fun et puis si tu veux réfléchir à des façons plus sympas d'avoir de l'adoption en mode self-custody dont je te parlais par exemple, bah tu vas jouer avec de la Count Abstraction et la Count Abstraction c'est pas sur Bitcoin. Ouais. Voilà. Pour finir, et c'est comme ça qu'on finit nos interviews avec Gabriel, on va te poser une question salée. Sachant que je ne suis que bienveillant. Tu n'es qu'amour dans tout ce que tu entendre que tu parlais juste avant. Alors, on va revenir sur quelque chose qui s'est passé il y a quelques années. On ne sait pas du tout à quel point tu as été concerné ou touché par ça. Mais donc c'est possible que pas du tout. Hein, dans ce cas-là, on aura peut-être raté la question salée. Mais il se trouve que Ledger a eu quelques bad buzz dans les dernières années. Notamment des bad buzz liés à des vols de données. Donc jamais, on le précise, la clé privée bien sûr, mais plutôt des vols de données utilisateurs. Toi, comment est-ce que tu t'es senti lorsque c'est arrivé? Est-ce que tu as pensé que tu avais une part de responsabilité par rapport à ça? Moi j'ai forcément pensé que j'avais une part de responsabilité, puisque de toute façon je suis dans la boîte, donc partant de ça, juste en étant cofondateur, c'est difficile de penser que tu n'as pas eu de part de responsabilité, mais en même temps, malheureusement, c'est très difficile en fait à éviter ce genre de situation. C'est absolument horrible pour les utilisateurs, bien sûr. Enfin bon, je peux le redire encore une fois en caméra. Je suis désolé vraiment pour tout le monde. Mais si on se place d'un point de vue froid, je dirais, sur ce qui se passe dans la scalabilité d'une boîte, bah, c'est que malheureusement, quand tu scales vite, tu es obligé de prendre des prestataires. Que quand tu prends des prestataires, bah, aujourd'hui, tu vas avoir des gens que tu vas connecter qui sont pas forcément sur tes critères de sécurité que tu t'imposes à toi-même. C'est encore pire quand tu es une boîte qui fait du physique, parce que de toute façon, le physique, à un moment, il faut être capable de l'envoyer. Et du coup, pour moi, c'est une situation qui est extrêmement compliquée à éviter. C'est-à-dire, la question à se poser, c'est pas est-ce que ça va arriver, c'est surtout quand ça va arriver. Tu vois. Tout à fait. Donc pour moi, la meilleure solution que tu peux avoir pour t'en prémunir, c'est de pas grossir. Du coup, je suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Tu vois, aujourd'hui, c'est plus t'as d'intégration. Je veux dire, plus tu as de vulnérabilité, de toute façon, enfin, plus tu rajoutes des points d'entrée, plus tu vas avoir des gens qui vont venir taper, surtout en ayant de plus en plus de gens qui cherchent à rentrer, hein, parce que c'est un peu la réalité du marché. Aujourd'hui, après le Covid, on a eu quand même beaucoup de gens qui étaient chez eux enfermés et qui se disaient, ah bah tiens, étant donné qu'il y a plus de gens sur Internet, bah du coup, il y a plus de gens à arnaquer sur Internet, et du coup, il y a eu beaucoup plus d'attaques qui ont démarré à partir de ce moment-là. Bah ouais, on n'a pas assuré. Ça, je vais pas dire j'en suis fier, hein, voilà, mais je considère ça comme malheureusement un rite de passage. Et ouais, du coup, on va passer au mot de la fin. Merci beaucoup déjà pour tout ton temps. Merci à vous. C'est une super question. Je trouve que c'est bien. Ça me change, c'est cool. Non, mais c'est bien. Gardez ce format-là. C'est bien. Ça va faire du podcast original. Super. Interview originale, donc c'est cool. Ça fait plaisir. Et je sais pas si déjà, deux petites questions pour finir. Qui t'aimerais voir comme prochain invité dans notre podcast à Blockwave? Bah écoute, je peux continuer dans des gens qui sont pas mal aujourd'hui dans la théorie des jeux et qu'on voit pas assez souvent. Je peux te conseiller Clément de Clairos par exemple, qui est quelqu'un qui est super intéressant et qu'on voit pas. Donc je sais pas s'il a envie de se montrer là, mais c'est vrai qu'on le voit pas souvent. Donc. Et est-ce que toi tu as envie de dire quelque chose un peu, voilà, le dernier mot est pour toi à la fin? Bah écoute, déjà merci à tous. Moi je dirais pour tous ceux qui peuvent m'écouter, me regarder aujourd'hui, continuez à explorer la crypto. Là c'est super. On arrive en plus on arrive en période de bull run, donc vous allez voir des trucs qui vont pousser partout. Ça va être incroyable. Si vous avez jamais connu ça, voilà, profitez, prenez votre popcorn et puis profitez bien quoi. Merci à toi pour le mot de la fin. N'hésitez pas du coup à écrire en commentaire. Merci Nicolas, bravo pour Ledger, bravo pour tout. Comme ça, on saura que vous êtes resté jusqu'ici voilà. Sur le podcast. Et n'oubliez pas de nous dire ce que vous préférez comme animal. Très important. Ça, c'est la grenouille, la licorne. Merci, n'hésitez pas du coup de mettre vraiment un gros pouce bleu du coup pour nous motiver à bien évidemment continuer du coup Blockwave et avoir des invités du coup toujours d'autant plus pertinents.
Merci à tous du coup de nous avoir écoutés. On mettra du coup dans la description tous les liens du coup utiles qui concernent du coup bien sûr Nicolas, également Gabriel pour CD Labs et moi-même du coup pour l'Obster Protocol. Et on vous souhaite une très bonne semaine. Merci. Ciao, ciao. Salut.